nous avons choisi aujourd'hui, ensemble, tous les 5, est la suivante. Pour les restaurateurs, comment booster leur chiffre d'affaires avec la livraison et le click and collect. Pour répondre à cette problématique, j'ai la chance d'avoir 4 invités de marque. Étienne, Nicolas, Jérôme et Nabil, je vais les présenter. Invités de marque, pourquoi? Parce qu'ils représentent des parties prenantes que nous avons sélectionnées. Ils représentent à la fois les acteurs de la livraison à domicile et à la fois les restaurateurs. Côté restaurateurs, nous avons des restaurateurs nationaux, des restaurateurs parisiens, nous avons des restaurateurs dont le chiffre d'affaires est calculé en millions d'euros, en dizaines de millions d'euros et en centaines de millions d'euros. Donc une vraie variété à ce niveau-là. Avant de vous présenter tous les 4, et après évidemment de rentrer dans le vif du sujet en vous donnant la parole, je vais me présenter moi en une phrase. Donc je suis Thomas Fraudet, je suis le cofondateur de Steven, qui est un cabinet de conseil en formation. Et je crois profondément, donc ça c'est vraiment le côté croyance, certitude, why, je crois profondément que la vente est la conséquence d'une bonne relation. Voilà. La vente comme conséquence d'une bonne relation. Et c'est ce dont on va parler là, c'est comment vous arrivez à maintenir la relation, à créer la relation, que ce soit avec la livraison, avec le click and collect, avec vos clients, dans la conjoncture actuelle de changement. Donc voilà pour moi. Les présentations, alors c'est parti, c'est un moment qui est terrible pour vous parce que vous n'avez pas la parole, donc je vais commencer par Nicolas Tisserand. Alors Nicolas, il est arrivé le 2 mars 2020 chez Big Mama, il est Chief Growth Officer, il était auparavant en charge des opérations, il a vécu en Italie à Rome, à côté de Castel Gandolfo, il a la passion du pays, la passion de la bonne nourriture. Son restaurant préféré, donc j'ai demandé à chacun d'entre vous son restaurant préféré. Son restaurant préféré, c'est le Sainte-Trope, à Clermont-Ferrand, qui est tenu par un Anglais et qui a l'air complètement dingue si vous passez du côté de Clermont-Ferrand. Alors, je vois Étienne qui opine du chef. Tu connais Étienne? Oui, tout à fait. Ouais. J'ai eu l'occasion d'y aller une fois, très sympa. Bon, bah, du coup, voilà, Nicolas est en tête de ce challenge, du coup, puisqu'il a quelqu'un qui le valide. Un Anglais qui s'est approprié les codes du terroir, qui a été dans le fooding il y a 5 ans et qui, voilà, à voir vos têtes, on a envie d'y aller. Le deuxième, donc merci Nicolas vraiment de ta présence. Le deuxième, donc Étienne, qui en ce moment est dans un courte paille, il m'a dit, du côté de Lys, dans le 91, ouais. Voilà, qui est directeur excellence opérationnelle donc pour le groupe Buffalo Grill, groupe qui comprend les restaurants Buffalo Grill et depuis peu les restaurants courte paille. On parle de 600 restaurants, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10 000 salariés. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Étienne? Il se définit lui-même comme un gars du Sud-Ouest au départ, qui est rentré chez McDo par hasard et qui, combien de temps après 29 ans après, est toujours dans la restauration. Ouais. Voilà. Il a fait 20 ans chez McDo, 7 ans en tant qu'indépendant. Ça, je trouve ça intéressant, parce que ça lui donne une vision, entre guillemets, un peu plus large que s'il avait juste travaillé dans les chaînes. C'est un grand voyageur, il est passionné du Japon et du Canada. Et son restaurant préféré, c'est chez Passerini. Donc Passerini, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est près de Gare de Lyon dans le 12e, un petit indépendant, un Italien créatif, un patron chargé d'humanité. C'est validé par Nicolas ou pas, ça? Magnifique, excellent. Alors, le troisième que nous avons la chance d'avoir, c'est Nabil Razali. Nabil, voilà, merci d'être là à nouveau, qui est cofondateur de l'enseigne Com, qui a été monté il y a 10 ans sur Paris. Et le concept, donc, c'est un bol, une salade avec des ingrédients cuisinés, des produits faits maison. Et alors, c'est quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est sympa de dire ça, mais on peut peut-être parler de frustration parce qu'il est passionné de voyage et passionné de sport et il peut faire ni l'un ni l'autre. Donc, les voyages, c'est Cuba, Sénégal, Égypte, Grèce, Turquie dans le tourisme. Donc, vraiment quelqu'un qui a baroudé. C'est un point commun avec Étienne d'ailleurs. Enfin, je l'ai dit avant. Et puis, grand sportif qui fait moins de sport. Ce qui est intéressant, c'est que son restaurant préféré, il est en bas de chez lui, il s'appelle Chez Victor, rue Lauriston. Alors, pareil, je regarde. Est-ce que c'est un restaurant qui vous parle? Je n'ai pas l'impression. Voilà, je note. À tester, voilà, les bonnes adresses. À tester, absolument, oui. Très, très bien. Et c'est surtout que c'est en bas de chez moi. Hein, donc... Merci de ta présence également, Nabil. Avec plaisir. Puis le dernier, last but not least, Jérôme Delgrange. Jérôme, merci de ta présence à nouveau, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'échanger avec les étudiants du Master Business Development de Neoma le mois dernier. Jérôme, il est responsable grand compte chez Deliveroo. Deliveroo, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce qui me paraît peu probable, c'est un acteur de la livraison à domicile. Il est à ce poste depuis 2 mois. Il a travaillé avant pendant 12 ans chez Henkel. Et son restaurant préféré, alors il me l'a dit
Il a dit c'est une tuerie. Donc voilà, c'est une tuerie. En tout cas, ça donne envie d'essayer. Ce sont les burgers Schwartz. Voilà. Donc pareil, je vous vois, j'ai l'impression que vous connaissez tous. Pour ceux que ça intéresserait ou qui qui ne connaîtraient pas, pardon, je vous encourage à essayer. Il est temps de vous passer la parole. Évidemment, ces bios sont incomplètes. Ces bios sont des petits temps pour lancer le débat. Vous aurez à cœur éventuellement de les modifier, de les corriger, de les amender si vous le souhaitez dans la suite du propos. Donc, mon rôle, quel est-il? Je suis garant du rythme de ce séminaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est trop long, ça perd de l'intérêt. Si on est trop court, on ne peut pas élaborer une pensée. Donc, tout est là. C'est assez subtil. Plus vous donnez d'exemples, plus c'est riche pour les participants. Plus vous donnez d'exemples, plus c'est riche pour les participants. Je m'adresse aux participants. Ils sont 33 connectés pour le moment. C'est super, le nombre continue d'augmenter. Si vous avez des questions, je vous encourage à passer par le chat. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons 30 minutes ensemble de webinaire, puis 15 minutes de questions-réponses. Et du coup, nous prendrons les questions, évidemment. Donc, c'est parti. Ce webinaire est structuré en 3 temps. Je lance le premier temps. Le premier temps, c'est une question très simple. C'est une question donc, qui se formalise de la façon suivante. Quel bilan de l'année 2020? Quand on parle de chiffre d'affaires, quand on parle de livraison, de click and collect, je passe la parole, je passe la parole à Jérôme pour, au nom des acteurs de la livraison à domicile et de Deliveroo, pour nous faire un petit topo le plus synthétique et le plus efficace possible. C'est parti, à toi de jouer, Jérôme. Merci Thomas, bonjour à tous, ravi d'être ici. Petit correctif, ça fait pas 2 mois que je suis sur mon poste, mais 1 an et demi. Et donc j'étais là en mars 2020. Tu as validé ta période d'essai, du coup, c'est bien, Jérôme. Voilà, tu peux rester. Non, mais c'est plus pour dire que l'année 2020, tu l'as vécu en entier. On l'a vécu en entier, donc notamment l'apocalypse du mois de mars qui a vraiment été un drame pour le marché de la livraison et pour Deliveroo en particulier. Alors ça me paraît très important de tout de suite le dire, c'est que ça a été une surprise pour plusieurs d'entre vous et notamment moi d'apprendre que même Deliveroo en mars 2020, ça a été une année apocalyptique. Ouais, ça a été très compliqué parce que la supply, l'offre de restaurants a énormément baissé. Beaucoup ont fermé dans le contexte Covid. Mais on s'est rendu compte rapidement dès le mois d'avril qu'il y avait beaucoup de téléchargements de l'application et qu'il y avait beaucoup de trafic sur la plateforme. Et petit à petit, les restaurants sont revenus et le gâteau a continué à grossir. Et donc, au final, le bilan de l'année 2020, c'est... pour l'industrie de la livraison de repas et le click and collect, c'est positif. Et nous, Deliveroo, on est passé de 12 000 restaurants e-commerce à plus de 20 000. Donc, on ne communique pas sur les chiffres de volume de commandes, mais ça vous donne une idée de la dynamisme. Alors, on va passer la parole aux restaurateurs. La question qu'on avait formalisée, c'était comment est-ce qu'on passe d'une organisation qui a des couverts, 80 couverts le midi, 100 couverts le midi, 200 couverts le midi, à une organisation sans couvert. Alors, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Donc, concernant Big Mama, et pour faire le lien avec ce que disait Jérôme juste avant, c'était vraiment une année de remise en cause, puis d'accélération. Et je vais pouvoir répondre à ta question, Thomas. Remise en cause parce que tout ce qu'on évoque là, livraison, click and collect, et ne serait-ce que réservation aussi dans la période où on a pu rouvrir, on le faisait jamais chez Big Mama. Donc, c'était vraiment remise en cause des fondamentaux de l'ADN qui avait fait notre succès pendant 4-5 ans. Concrètement, là, on nous a coupé l'herbe sous le pied et il a fallu se réinventer. Et c'est là où, justement, après un mois, je pense que ça correspond aussi à ce que dit Jérôme. Pendant le mois de mars, on a un peu tergiversé. On ne savait pas trop comment prendre cette crise, combien de temps elle allait durer, ce qu'il fallait faire. Et au mois d'avril, justement, on a accéléré en ouvrant d'abord le click and collect, puis la livraison. Et je pense que comment on fait pour passer la transition, pour répondre à ta question, je pense que nous, ce qui a été notre force dans ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, pour donner un chiffre, un exemple que tu évoquais, aujourd'hui, on a livré plus de 300 000 pizzas, donc c'est quand même pas rien depuis le mois de mai. C'est vraiment de se concentrer sur la qualité. Une part de l'ADN, c'est la qualité et l'expérience client. Et on a fait notre maximum. On a beaucoup travaillé en R&D, justement pour proposer des produits qui tiennent la route. Ce deuxième point sur le détail du produit, on le verra vraiment dans le deuxième temps, qui est sur le concrètement. Je te mets en double appel sur ce point-là. J'ai trouvé quelque chose de… Quand on a préparé ensemble, tu as dit des mots qui étaient très, très forts pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire. Tu as dit c'était contre ce qui avait fait notre réussite. Absolument. C'est-à-dire que ce n'était pas
c'est pas une différence en parallèle, c'est contre ce qui avait fait ça nous attaquait au cœur. Et tous les restaurateurs qui avaient mis au cœur de leur modèle l'expérience dans un lieu qui est particulier. Pour tous ceux qui sont allés dans des Big Mama, vous voyez que le lieu, c'est essentiel chez eux. Et bien là il a fallu vraiment se réinventer. Et ce n'est pas la formule se réinventer pour dire se réinventer face à un micro-changement. C'est vraiment se réinventer intégralement. Merci Nicolas. Étienne, tu prends le relais? Oui, tout à fait, merci. Alors du coup, on est un petit peu effectivement dans la même situation que celle qu'évoquait Nicolas à l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, au sein de l'enseigne Buffalo, c'est une enseigne qui a 40 ans, qui a fait 40 ans de restauration à table. Donc à un moment donné, ces nouveaux services et la relation client et l'évolution de la relation client, c'est quelque chose qui était jusque effectivement il y a peu de temps, qui était peu présente dans l'enseigne. On avait malgré tout commencé, nous, à travailler en 2019 sur ce sujet-là, où on a lancé, en fait, on a développé et on a une expertise, on a monté une structure avec une personne en charge de toute la partie digitalisation chez nous, qui s'occupe de ces projets-là et qui travaille de manière très transverse avec toutes les équipes. Du coup, on a monté un groupe là-dessus pour, dès 2019, commencer à travailler justement sur les sujets de vente à emporter, de click and collect et de livraison. Mais bon, effectivement, au mois de mars, ça a été le choc, hein, comme tout le monde. Le 16 mars, on ferme tout. Donc, on se concentre d'abord sur la fermeture des établissements, tout mettre en sécurité et assurer ça. Et puis après, on se pose la question de se dire comment on continue à garder du lien avec nos clients, comment on recrée du lien avec nos clients. Et là, du coup, il a fallu d'une part réouvrir les 80 restaurants qu'on avait à peu près déjà en livraison. Et puis, en fait, on s'est dit, allez, on va accélérer, on va appuyer fort sur l'accélérateur. Et en 6 semaines, on a multiplié par 2 le nombre de restaurants qui intervenaient, nous, là-dessus, sur de la livraison. Donc, on est passé à 160 restaurants à peu près à mi-mai qui faisaient de la livraison et qui nous a permis, dans un moment où finalement nous on était considérés comme un acteur de la restauration historique, de commencer à avoir une relation nouvelle avec nos clients à partir de ce moment-là. Et puis après on a continué sur ce rythme-là. On a effectivement développé et travaillé avec des nouvelles plateformes aussi pour élargir notre offre, permettre effectivement sur des zones d'aller chercher la clientèle la plus large possible. Et globalement, tu m'avais dit, Étienne, excuse-moi, tu m'avais dit que vous avez doublé puis redoublé. Donc c'est quelque chose d'assez vertueux, c'est à peu près ça, mais en un an. Je vais même dire que tu vois, c'est mai 2019, on commence vraiment le projet livraison. Juste avant, on en avait quelques-uns en test où on faisait une vingtaine de commandes par semaine. Et aujourd'hui, on est à peu près à 240 commandes par semaine. Et côté click and collect, vous avez certains établissements qui s'y sont mis, mais pas tous. Ouais, alors en fait, la VAE, le click and collect, quand on a réouvert en restauration à table, on le fait partout. Après, là, du coup, dans le cadre qui reste encore complexe, le couvre-feu à 18h, c'est vrai que le click and collect, c'est pas forcément facile. Donc, on est obligé de le concentrer principalement sur le midi. Donc, nous, globalement, aujourd'hui, sur l'ensemble du groupe Courte Paille Buffalo, on a à peu près 200 établissements qui font de la livraison et des services de vente à emporter click and collect globalement, avec des franchisés, des restaurants succursales. Voilà, et on a une majorité, les 90% de ces 200 restaurants, c'est sur de la livraison. C'est ça. Ok, merci. Nabil, à toi de jouer. Donc pour Com. Pour Com, on a à peu près la même histoire. Nous, on n'était pas des pure players de la livraison. On vient des métiers du service avec mon associé. Donc, nous, l'accueil client était inscrit dans notre ADN. C'était très compliqué de se dire qu'on allait changer de process et de se dire qu'on n'allait plus absorber tous ces clients qui venaient le midi. Nous, on a un très grand nombre de répétiteurs. On est en pied de bureau. Globalement, nos clients viennent chez nous 3 à 4 fois par semaine. Donc, il a fallu se réinventer pendant cette période de stop. Donc, à partir du 16 mars, ça a été très compliqué de se dire qu'on Tu m'as dit, pardon, pour donner une image à tous ceux qui sont là et qui écoutent, qui regardent, tu m'as dit qu'il y avait eu 10 ouvertures en 1 an et demi et qu'il y en a eu une en 1 an derrière, pour qu'on se rende un peu compte du dynamisme et pas de l'arrêt, mais du fort ralentissement. Ouais, on avait une grosse dynamique de développement qu'on a toujours, hein, je te rassure, mais on avait une grosse dynamique de développement. Effectivement, 10 unités en 1 an et demi, on a été très rapide sur de belles zones et des unités qui ont démarré et qui ont rencontré un succès immédiat. Et on était en ouverture d'ailleurs rue des Pyramides le 16 mars, une ouverture qu'on a dû décaler elle a eu lieu, mais post-confinement.
Et durant cette période, pour aller droit au but, dans cette période, il a fallu se réinventer. Donc, effectivement, pendant 3 mois, ça a été pure réflexion sur les outils digitaux. Et là, effectivement, on s'est mis en mode task force et on a sorti un nouveau site web marchand et on a fait un gros travail sur la digitalisation de nos process de prise de commande et comment conserver cette approche client et cette expérience client au-delà de nos boutiques. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'enjeu et le gros challenge que nous avons, nous, en interne. Alors là, tu me fais une passe décisive, c'est parfait. C'est exactement la question que je vais vous poser derrière. C'est comment concrètement, et je dis vraiment le mot concrètement, de façon le plus opérationnelle possible. C'est là, Nicolas, que je vais te redonner la parole sur, enfin, je ne vais pas te dire ce que tu vas dire, mais sur voilà, les transformations que vous avez faites avec votre R&D. C'est comment concrètement, extrêmement concrètement, vous avez réussi à eh bien, développer la livraison et click and collect et toujours cette logique de garder la relation pour que le chiffre d'affaires suive. Clairement, ce qui faisait notre force, c'était vraiment cette expérience qui était différenciante. Et sur les premiers tests qu'on a fait en livraison ou en click and collect, on n'était pas du tout satisfait de comment tenaient les pizzas. Les pizzas, c'est vraiment notre produit cœur. Et on se rendait compte qu'elles arrivaient comment beaucoup. elles tenaient, c'est l'expérience de l'utilisateur qui la reçoit chez lui, en fait. Ah oui, on faisait des tests avant de se lancer et on faisait 1 km, 2 km, 3 km. On la recevait trop mouillée, plus croustillante. Donc, on a changé la recette, donc la pâte, et on a aussi changé la façon de l'étaler. Je n'étais pas au courant, mais ça a un impact extrêmement fort sur la tenue dans la durée justement de la livraison de la pizza. Donc, on a mis plusieurs semaines de R&D justement pour aboutir au bon produit. Et après, sur tous les autres produits qu'on a pu mettre, que ce soit par exemple les gratins, pareil, il y a eu toute une réflexion et des tests pour valider qu'ils arrivaient en bon état et encore goûteux chez le client, sachant qu'on a aussi mis en place des petites recettes, des petites fiches à côté pour dire au client quand vous la recevez, potentiellement, elle peut être encore un peu tiède, réchauffez-la pendant 2 minutes. En tout cas, il y a des conseils pour que l'expérience soit encore très bonne. Et au-delà de ce qu'il y a dans l'assiette, il y a aussi toute l'expérience d'un point de vue packaging qu'on a essayé de retranscrire. C'est évidemment compliqué de retranscrire des environnements comme la Felicita ou comme Pink Mama, qui sont vraiment des lieux magnifiques, mais on a mis un vrai poids du corps et un effort sur les packaging avec des packaging sympas, des petits stickers qui rappellent la squadra. Quand les gens viennent chez nous, ils rencontrent l'équipe. Là, c'est un peu l'équipe avec une photo de notre équipe qui est arrivée chez eux, un petit Polaroid. Donc, c'est des petits gestes qui justement essaient de recréer le lien et l'expérience qu'on avait pu avoir dans nos restos, en quelque sorte chez les gens. La dernière chose qu'on a sorti, que je trouve qui est canon, c'est notre fameux pot à tiramisu, qui est un peu notre dessert emblématique. On l'a mis dans un pot en verre Amore, qui fait penser au pot Amora de quand on était petit, qu'on faisait la collection et en quelque sorte, on est chez nos clients, on est avec eux. Quand ils ouvrent leur placard, ils pensent à nous. Et donc, le Amora s'est transformé en Amore, mais c'est aussi une façon de transmettre cette expérience qui pour nous est fondamentale. Comme disait tout à l'heure Nabil, ça a été un des gros enjeux, comment on arrive à maintenir le lien avec nos clients. Donc, si je n'ai pas de R&D, parce que je n'ai pas la taille de Big Mama, là, je réfléchis vraiment par rapport aux participants de ce webinaire. La démarche, c'est quand même de se focaliser sur le produit, de voir que le produit, finalement, il a changé, parce qu'avant, il allait dans une cuisine, maintenant, il va dans une boîte. Et du coup, à minimum, de regarder le rendu et d'essayer de travailler là-dessus, éventuellement de contacter des gens qui ont découvert des bonnes pratiques et de changer. Ça peut aller jusqu'à changer son produit, en fait. Oui, en tout cas, nous, c'était vraiment la qualité produit est un des piliers de chez Big Mama et on voulait vraiment l'apporter. Et on s'est rendu compte que certains produits, si on met tout bêtement de la stracciatella sur les pizzas, ça ne marche pas. Donc, on a arrêté ces recettes-là. Et c'est extrêmement important, la simplicité pour après potentiellement aller un peu plus loin, mais garantir une bonne qualité dès le début, c'est important parce que les clients reviennent à partir du moment où ils ont été contents. Parfait. Je passe la parole à Étienne, Jérôme ou Nabil. On n'est pas obligé de tous s'exprimer. On peut passer son tour. On peut dire que ça a été dit. On peut tous s'exprimer. Juste peut-être pour compléter, mais vas-y, Étienne. Juste peut-être pour compléter en fait. Et j'entends effectivement, et je trouve super effectivement de pouvoir retravailler sur le produit en ayant fait le test. Après, même si on n'a pas la possibilité de le faire, en fait, nous, ce qu'on a eu aussi comme démarche, c'est déjà, on est en restauration à table, on a une offre qui est relativement large de produits, donc on sait qu'on ne peut pas forcément tout livrer non plus à nos clients. Donc l'idée, c'est d'essayer de se dire comment déjà, c'est quoi les besoins d'un client en livraison? Est-ce qu'il a les mêmes besoins que quand il vient en restauration à table? Donc c'est d'essayer de bien comprendre ses besoins. Et là, du coup, c'est vrai qu'on s'est aussi beaucoup rapproché des plateformes pour comprendre aujourd'hui les produits qui étaient consommés, les attentes, la typologie des clients. Donc on est parti du client et du consommateur.
Et puis après, c'était de se dire, comme le disait Nicolas, il faut effectivement qu'on s'assure que le produit qu'on va livrer à nos clients, il voyage bien, il se transporte bien. Donc, nous, on sait que typiquement, et quand je dis il se transporte bien, il y a aussi des questions de sécurité sanitaire. Hein. Donc, il y a des produits crus qu'on ne va pas faire voyager en livraison. Donc, il faut qu'on fasse une sélection, on recentre l'offre. Et puis, tu m'as dit aussi il que faut c'était qu'on arrive à l'occasion. garder l'identité. Voilà, l'identité de la marque, c'est-à-dire choisir des produits Ouais. qui véhiculent du Buffalo Grill dans l'assiette des particuliers. C'est exactement ça. Du coup, effectivement, certes, nous, on fait du burger en livraison. Hein, on essaie de le faire différemment avec l'ADN de Buffalo, avec un steak épais, avec un bun et des recettes bien spécifiques. Mais il fallait qu'on trouve aussi des choses qui soient assez identitaires. Alors, quand on est Big Mama, forcément que l'identité produit, elle est assez marquée. Quand on est Buffalo et dans l'univers, effectivement, peut-être du burger, il faut aller qu'on trouve aussi d'autres éléments. Et nous, c'est le ribs, c'est de la viande, c'est de la grillade. Donc, on a travaillé sur ces produits qui n'étaient pas là au tout début de l'offre. Et puis, le fait de pouvoir proposer une côte de bœuf en livraison, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé du packaging aussi. Voilà. Donc, c'était un peu les trois drivers, le client, la qualité et la sécurité du produit livré, et puis l'identité de la marque. Super. Je fais une petite parenthèse pour les participants. On a des questions qui arrivent dans le chat, donc merci à vous. On peut continuer à les exprimer. On les verra. Enfin, vous pouvez continuer à les exprimer et on les prendra juste après. Jérôme, Nabil, si l'un d'entre vous veut s'exprimer sur le concret. C'est intéressant cet échange parce qu'on voit qu'on a à peu près la même démarche. J'ai écouté Nicolas tout à l'heure. Nous, ça a été exactement la même chose, c'est de se dire aujourd'hui comment conserver cette expérience client en allant chez lui. Et on a eu cette transfo aussi. Alors nous, on avait une transformation de montée en gamme. C'est d'être différenciant aujourd'hui sur le marché. Et avec notre petite équipe R&D aussi, on a transformé également notre offre et de se dire comment aller composer. Alors nous, on fait de la composition de plats, de salades et de plats, et c'est de se dire comment aller chez le client et lui proposer une offre qui ne pourra pas se concocter à la maison. Donc on a véritablement migré sur une offre de produits cuisinée et originale. Donc ça a été la première démarche. Et la seconde… Je me permets de dire que je trouve ça très intéressant de choisir des aliments que vous ne pouvez pas acheter chez vous en quantité. Et donc, du coup, c'est intéressant de répondre à un besoin qui est nouveau finalement. Aujourd'hui, on a complètement migré notre offre. L'idée, c'est de se dire, on travaille la légumineuse, par exemple, et d'ailleurs, c'est ce qui fait un grand carton chez nous. Et c'est de dire comment on livre une poire caramélisée, comment on livre un poulet garam masala, enfin, que des produits cuisinés. On a une soixantaine de monoproduits, mais ils sont tous cuisinés en interne. Et c'est ce qui fait aujourd'hui le succès de notre offre à destination du client. Top. Avant de donner la parole à Jérôme, s'il veut s'exprimer, j'ai eu en préparation de ce webinaire Alizé Kokanas qui travaille chez Paris Ducas Studio et on a listé les innovations. Et les innovations pour certains grands chefs, en l'occurrence, c'était un premier ouvrier de France. L'innovation, c'était de permettre aux personnes qui se sont fait livrer de se connecter en webcam et d'échanger avec le premier ouvrier de France sur les plats en question. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, hors Covid, qui n'existe pas et qui peut-être dans le futur sera gardé en parallèle. Et je trouve ça intéressant, c'est le mot qu'a donné Nicolas dès le début, c'est le mot d'opportunité, c'est le mot de voir toutes ces choses qu'on gardera une fois que la situation sanitaire sera passée. Jérôme, tu veux rajouter quelque chose ou on passe à au troisième thème? Oui, rapidement, déjà pour féliciter les partenaires qui sont dans ce call et tous les autres pour la capacité d'adaptation dans cette véritable crise que l'industrie a connue. Donc bravo à tous. Et côté Deliveroo, rapidement, nous, on a dû s'adapter sur deux choses concrètes. C'est notre mode de communication et notre mode de fonctionnement promo. Donc avant, on aimait bien faire du out of home dans le métro. Là, les gens, ils y sont plus. Donc, out of home, j'ai posé la question, c'est le 4x3 dans le métro, c'est la communication, sauf que comme les gens ne prennent plus le métro, votre 4x3, il touche moins de personnes. Exactement. Donc, et on communiquait un certain type de message, et puis là, on a plutôt dû communiquer sur Deliveroo, c'est de la livraison, et on est toujours là pour vous livrer, le service fonctionne, et on est passé par des canaux beaucoup plus digitaux. Et sur la promotion, on a vraiment accéléré très, très fortement en voyant l'opportunité de faire grossir le marché très rapidement et donc de nouveaux types de promos qu'on ne faisait pas jusqu'à présent sur nos abonnements ou pour les nouveaux clients ou renforcer l'activité pour les vouchers sur certains soirs qui correspondent à des super pics. Donc voilà ce qui s'est passé côté le temps file, on est parfaitement dans les temps. Le temps file, c'est une bonne chose. On fait des formations sur les lois du temps et quand le temps file, c'est bien. On aborde la troisième grande partie. La troisième grande partie, c'est
la partie sur comment engager ces équipes dans cette transformation, c'est-à-dire le côté humain, le côté des personnes. Comment est-ce qu'on fait, surtout pour avoir accompagné plusieurs restaurateurs, ou plusieurs d'entre vous, on sent que ce qui est très très usant, c'est cette incertitude sur la date de reprise qui bouge, qui fait qu'on arrive dans une espèce de logique voilà, psychique difficile. Donc je vous pose la question, comment on s'assure que mon équipe elle suive cette transfo digitale? Du coup, moi, je me lance là-dessus. Du coup, ça a été, comme je disais tout à l'heure, nous, quand on a fermé au mois de mars, on a fermé au mois de mars et au 15 mai, du coup, 2 mois après, on avait doublé le nombre de restaurants. Les restos étaient fermés, on ne pouvait pas faire de la formation en présentiel. Donc, la première implication en fait, qu'on a eu des équipes, c'était déjà de les former. Donc, il a fallu trouver des nouveaux modes de formation. Dans ton métier, tu es en charge de la formation et de quoi d'autre exactement? Ouais, moi, j'ai la formation, la qualité et toute la partie standard process, voilà, les méthodes. Donc, on s'est pas mal occupé en fait cette année. Voilà, donc, on a développé des nouveaux outils de formation, du e-learning pour nos équipes, pour nous permettre de former les gens à distance et puis partager les bonnes pratiques. Donc, il y a des gens qui sont allés dans les autres restaurants pour regarder effectivement comment ça se passait en termes de livraison. Et aujourd'hui, typiquement, toute cette expérience, ça fait quelques semaines maintenant qu'effectivement, le groupe Buffalo a repris la marque Courte Paille. On travaille beaucoup avec les maisons Courte Paille pour justement développer à la réouverture ces nouveaux services. Et donc, on partage en fait toute l'expérience acquise sur les process, sur la réorganisation de nos postes de travail aux arrières. Et du coup, voilà, c'est beaucoup de formation, surtout l'implication des équipes, c'est beaucoup de formation. On a eu du coup aussi l'occasion avec Seven sur d'autres sujets liés avec la transformation. En fait, c'est une véritable année de transformation. La livraison, c'est le plus, c'est le plus visuel, c'est le plus caractéristique, mais il y a plein d'autres sujets de transformation sur lequel on a aussi travaillé. Et du coup, là, on a aussi accompagné via Seven, nous, les équipes sur comment gérer, comment accompagner les équipes dans ces changements, comment faire en sorte que le directeur, qu'un manager, par rapport à ses équipes, il sache leur expliquer, donner du sens, montrer qu'effectivement, alors encore une fois, nous, on a des gens, ça fait 25 ans qu'ils font de la restauration à table. Parler à un moment donné de dire qu'il va falloir servir des clients qu'on ne voit pas, il y a une vraie transformation psychologique et de dire qu'il va falloir les servir vite. Tout ça, ça demande beaucoup de réengagement. C'est l'humain. L'une des problématiques qui était passionnante, excuse-moi Étienne, mais l'une des problématiques qui était passionnante, c'était de se dire comment en tant que manager, je peux rassurer mes équipes, sachant que moi-même, je suis impacté par cette situation qui est stressante. Et donc, du coup, il y avait une logique d'intégrité là, qui est très intéressante. Merci Étienne. Pour les équipes, du coup, Nabil, Nicolas, Jérôme. Nicolas. Je vais rebondir dessus parce que nous, ça a été l'inverse. Nous, nos équipes sont relativement jeunes, donc passer au digital, c'était quasiment inné pour eux. Donc, effectivement, on a eu une formation. Alors, nous, on l'a joué de façon complètement ludique, en fait, avec eux. C'est de se dire qu'aujourd'hui, plutôt que d'absorber le client qu'on avait en face, effectivement, on allait avoir une petite étiquette printée avec la commande. Mais c'est qu'il fallait continuer à conserver le lien. On a fait le choix, nous, de quasiment sur tous les sacs, d'ailleurs, d'écrire un petit mot au client. D'accord. Et d'ailleurs, super sur mesure, très personnalisé. Ouais, on le fait pour 100% de nos clients. Okay. Et là, on est rentré dans un jeu assez sympa, c'est que bien souvent, quand il y a des prises de commandes, aujourd'hui, les clients nous écrivent également. Ensuite, on a pas mal de KPIs. D'ailleurs, avec le partenaire avec lequel on travaille, c'est plutôt bien fait. Donc, on a un back-office assez fourni. Et voilà, donc c'est très, très ludique. On a incentivé nos équipes sur effectivement, la qualité des mets servis, les process, la rapidité, etc. Donc, chaque mois, avec nos équipes, on fait un point global avec des remises de prix sur les unités qui performent le plus. Et donc, aujourd'hui, ça a complètement été intégré par nos équipes. C'est relativement efficace parce qu'on a gagné pas mal de points de croissance grâce à ça. Et aujourd'hui, voilà, c'est une nouvelle relation qu'on a avec les clients et qui fonctionne bien parce qu'ils nous le retournent, ils nous le rendent, on le voit sur les réseaux sociaux, ils nous écrivent aussi en direct pour nous remercier, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a formé nos équipes et on tient vraiment à garder ce côté un petit peu ludique qui plaît bien à nos collaborateurs. Je vais passer la parole à Nicolas, mais c'est amusant de constater que certains clients ont créé des relations plus fortes. On l'a vu avec les libraires beaucoup, mais on en a moins parlé, je trouve, pour les restaurants. Où il y a eu des relations très fortes avec les restaurants de proximité que vous vouliez aider d'une façon ou d'une autre. Nicolas, si tu veux.
Pour reprendre justement la notion de proximité, nous, il y a certains restaurants qui sont implantés dans les quartiers depuis plusieurs années et ils ont une part de click and collect versus la livraison qui est ahurissant. Ouais, c'est ça. Vraiment parce qu'ils sont implantés dans le quartier, ils font partie vraiment de l'écosystème et on a 2-3 restos comme ça qui limite font plus en click and collect qu'en livraison. Pour revenir à la question initiale, concrètement, ouais, un peu comme Étienne, on a aussi bossé sur la formation avec Seven et aussi avec un outil commun sur lequel on a vachement accéléré justement pour partager les bonnes pratiques, des vidéos. Ouais. C'était un nouveau métier pour nous, donc dès qu'il y avait un endroit, parce qu'on a quand même beaucoup de sites et on a aussi l'Espagne et le UK, donc il y avait cette notion d'émulation aussi avec des outils réseaux sociaux d'entreprise qu'on avait assez peu développé avant et ça a vraiment permis d'accélérer. Et comme le disait aussi très justement Nabil, là c'est un virage, je ne pense pas qu'on est encore arrivé au bout, mais c'est un virage qu'on a pris aussi, c'est la data sur l'expérience client. On avait jusqu'à présent les notes sur Google, là on a les notes sur les plateformes, mais on a aussi beaucoup d'indicateurs intermédiaires de temps de préparation, de temps d'attente du coursier qui est devant nous. Et tout ça, mis bout à bout, ça fait en sorte qu'on est capable beaucoup mieux de mesurer la satisfaction finale et d'anticiper la satisfaction finale du client parce qu'on sait que s'il est livré en 45 minutes, ça ne va pas très bien se passer. Par contre, si on arrive justement à être en maîtrise de ces différents indicateurs, et donc aujourd'hui, nous, un des partis pris qu'on a, c'est qu'on se compare sur ces indicateurs très opérationnels, mais qui finalement font l'expérience client de nos clients finaux. On se compare à un échantillon. Alors, on n'a pas le détail évidemment de chacun des acteurs, mais d'un pool d'une quinzaine d'acteurs très bons opérationnellement. On se compare sur ces 4-5 indicateurs chaque semaine pour voir si on est en décrochage, si on est Ce bon. sont des acteurs qui sont tous dans la restauration, c'est comparable. Absolument. Et c'est tout en France. Oui, absolument. Donc ça, c'est vraiment une logique d'organisation apprenante qui mesure. C'est très entrepreneurial, c'est-à-dire je fais, je mesure, j'apprends, je fais, je mesure, j'apprends, et du coup, on a maintenant la mesure. Exactement, mais ça c'est vraiment poussé par Tigran et Victor aussi. C'est ce qui ont fait en sorte qu'ils ont réussi ce qu'ils ont fait en 5 ans. Donc ils ont et clairement ça c'est leur. Tigran et Victor, hein, pour tout le monde, c'est les fondateurs. Les fondateurs. De Big Mama. Exactement. Ok, merci. Donc oui, le bon côté du digital en fait, c'est qu'on va réussir à mesurer tout un tas de choses. Et quand on avait déjà un ADN où on mesure pour avoir une bonne satisfaction client, on peut rentrer plus dans le détail. Impeccable. Jérôme, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le côté équipe, côté personne? Oui, bah, la première chose, en fait, c'est que nous, les équipes, ont grossi et très, très largement. On a à peu près 50% de personnes en plus par rapport à il y a un an, parce que on a plus de partenaires, parce que les partenaires font plus de commandes, parce que les partenaires sont plus vigilants, plus demandeurs, plus spécialisés sur la livraison, et qu'en parallèle, on a aussi beaucoup plus de data. Donc, les équipes centrales de Deliveroo on crée des nouveaux reports, des nouveaux points de contact, etc., qui nous permettent d'échanger de manière beaucoup plus précise avec nos partenaires, comme on a dit, les allusions. Est-ce que tu as une recommandation par rapport à un restaurateur qui se lance dans la... Donc, à part évidemment passer par Deliveroo, ça j'imagine que c'est la réponse, mais est-ce que tu as une recommandation par rapport au fait de prendre une plateforme, deux plateformes, d'essayer de développer soi-même sa plateforme Est-ce qu'il y a une recommandation chez Deliveroo? Est-ce que c'est du cas par cas? Comment vous voyez les choses par rapport à ça? Bon, nous, on pense que tous les restos ont intérêt à travailler avec nous, Bien sûr. évidemment, mais il peut y avoir des problématiques particulières de capacité de production, des stratégies. Est-ce que je privilégie d'avoir une offre exclusive qui peut-être va être plus intéressante économiquement, ou est-ce que je privilégie d'avoir un reach le plus large possible avec plus de plateformes, plus de clients, mais peut-être des partenariats moins attractifs ou moins intenses dans la relation et dans la mise en avant Et sur l'accompagnement, est-ce que vous les accompagnez comment vous les accompagnez concrètement, vos partenaires? On a des équipes de account management qui suivent les chiffres toutes les semaines, à peu près les mêmes indicateurs que ce que Nicolas décrivait tout à l'heure, et qui partagent avec les partenaires, qui alertent en disant attention, là, il y a eu un décrochage, là, tu peux faire mieux. Il y a vraiment une dimension analytique très, très forte dans le boulot de account management aujourd'hui chez Deliveroo pour identifier les bons leviers de croissance et mettre en place les plans d'action.
Donc, c'est un job assez intéressant et il y a encore beaucoup à faire en la matière. Alors, on arrive à la fin du temps imparti. Évidemment, c'est passé vite parce que vous êtes nombreux et c'est vraiment intéressant d'avoir les points variés. Je vous remercie. On va passer à la séquence des questions-réponses. Avant cela, j'avais envie de vous dire, je vous ai à tous posé la question, qu'est-ce que vous avez comme conseil, comme bonne pratique à partager à quelqu'un qui aujourd'hui serait déprimé ou en difficulté ou pour lequel c'est pas simple, sachant évidemment qu'il n'y a pas les gens déprimés et non déprimés d'un côté, il y a vraiment des hauts et des bas et que c'est une période d'incertitude pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous embrayé sur le fait que c'était une opportunité pour le digital et que c'était une opportunité vraiment pour repenser le rapport, enfin, le besoin client et puis le rapport au fait que les gens se nourrissent d'une certaine façon et que c'est complètement en train d'évoluer. Donc, évidemment, privilégier les opportunités, ça, on est OK. Après, la question, c'est comment. Et là, il faut faire preuve de résilience, il faut s'entourer. Il ne faut pas hésiter, par exemple, quand on a passé un certain âge ou alors qu'on n'est pas à l'aise avec le digital, d'aller voir ceux qui connaissent, plutôt que de réinventer la poudre, d'aller voir ceux qui savent faire et d'accepter finalement que les temps ont changé et que là, on a un accélérateur devant nous et que peut-être dans quelques années, on parlera de cette année où on a fait en un an ce qu'on avait prévu de faire sur 5-10 ans. Voilà, j'ai essayé de mélanger. C'est parfait. Merci Nabil. Alors, on va prendre les questions. Donc, la première que j'ai vue, c'est une question qui concernait les dark kitchens. Donc, est-ce que l'un d'entre vous peut me présenter les dark kitchens? Et la question, elle est posée par Baptiste Den. C'est faut-il être indépendant ou passer par les prestataires de dark kitchen? Est-ce que quelqu'un a un avis sur cette question de l'audience? Oui, moi, mon avis là-dessus, c'est l'avantage de passer par le prestataire de Dark Kitchen, ça permet deux choses. Un, de tester une zone, parce que l'avantage d'un prestataire de Dark Kitchen, certes, potentiellement, ça coûte un peu plus cher au final, mais l'engagement est relativement limité. Donc, ça permet de tester une zone et éventuellement aussi de tester son produit. Donc, c'est là où nous, quand on veut accélérer et ouvrir une nouvelle ville à l'étranger, on peut passer par ce genre d'endroit justement pour pouvoir tester la zone, tester si notre produit marche. Mais l'idée, nous, c'est vraiment passager. À terme, on veut être en propre et on veut être en propre avec des kitchens qui sont visibles de l'extérieur, avec potentiellement un passage facile pour que le client puisse prendre en click and collect. Donc, il y a vraiment une dimension qui reboucle avec la notion d'expérience de début. On ne veut pas être caché. Ça permet de se lancer, d'aller vite, mais pour moi, c'est en 2 temps. Donc, le mot à retenir, c'est test. C'est vraiment, enfin, c'est le prototype de l'entrepreneur, en fait. C'est vraiment C'est mon idée, oui, c'est mon avis. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Étienne? C'est un peu dans le même principe. Parfois, ça peut être effectivement pour tester des zones sur lesquelles nous, on n'a pas forcément de restaurant. Après, la vocation de la LAD, pour moi, de la livraison et du click and collect, et ainsi de suite, c'est avant tout, nous, on a un métier de restaurateur à la base. Ça fait 40 ans ou 60 ans qu'on fait ça pour les enseignes qu'on a. Donc, en fait, l'objectif, c'est quand même que les gens continuent à venir chez nous dans le restaurant. Et du coup, c'est aussi, en fait, une manière d'avoir un modèle économique qui soit encore plus éprouvé sur les restaurants qu'on a déjà, quoi. On a des outils de production, donc voilà, il faut autant les utiliser et les maximiser, quoi. OK. Et côté Deliveroo, nous, on est agnostique sur le sujet, c'est-à-dire qu'un restaurant qui produit des plats de qualité, peu importe que ça vienne d'un restaurant physique avec du service à table ou que ce soit juste une cuisine qui est produite, pour répondre à la question qui était posée, c'est quoi une dark kitchen? Okay. Donc pour nous, c'est bien les dark kitchen en soi. Il y a différentes manières de les opérer, soit avec des marques qui louent ces espaces-là. Deliveroo le fait aussi lui-même. Et propose ce service-là. L'enjeu, à mon avis, pour les restaurants, c'est si on lance des nouvelles marques en dark kitchen, c'est de réussir à émerger quand on n'a pas de clients à la base, quand on n'a pas de visibilité physique. Quand on n'a pas l'historique du lieu et de la marque, la capitalisation de la marque, les 40 ans de... Exactement. Et donc là, ça renvoie à l'expertise digitale qui est importante de maîtriser, a fortiori sur une dark kitchen. J'ai une question de Marianne qui nous demande, alors la fin de la question, c'est si vous aviez un conseil à donner. Donc on est vraiment sur du pragmatique. La question est la suivante. Le principal enjeu, c'est de recréer l'expérience client pour optimiser la relation et la satisfaction. On avait l'exemple de Nicolas tout à l'heure avec les verres Amora, enfin tous des petits exemples très très concrets pour essayer de conserver cette relation.
La question est la suivante, quelles sont les best practices de chacun sur l'expérience client? Comment est-ce qu'on peut faire pour, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour que quand le produit arrive, ce n'est pas la même chose que jour Cogent ou qui vous voulez. Pareil, Étienne, et on n'insiste pas sur le produit, là, vous n'avez pas le droit d'utiliser le produit ou l'étalage voilà, chez Big Mama pour la pizza. C'est vraiment au niveau de la relation client, qu'est-ce que vous avez trouvé comme bonne pratique? Moi, je l'ai un petit peu annoncé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on crée du lien à travers l'écrit. Le sur-mesure, le petit texte écrit, absolument. Voilà. Et puis chaque manager, encore une fois, est impliqué. Nous, on communique énormément entre managers et équipes au siège. Oui. Et chaque manager essaye d'être le plus original possible à chaque fois. Donc, quand dernièrement, la semaine dernière, il y avait l'anniversaire d'un couple Montorgueil, par exemple, la manager, elle a acheté plein de petits cœurs, elle les a mis dans le sac. Merci pour nos 3 ans, d'être fidèle, etc. Et puis, voilà, donc c'est un petit peu nos best practices. On a beaucoup travaillé sur le packaging aussi. Oui. On l'a rendu beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus agréable à la consommation, avec toutes ces problématiques naturellement RSE. On va chez le client, là, donc il y a le temps d'analyse, il y a le temps de pas mal de choses. On a travaillé également, alors je ne parle pas du produit, je ne vais pas parler du produit comme tu nous l'as demandé, mais effectivement, c'est quand même compliqué de ne pas en parler. Mais effectivement, tu peux, écoute, exceptionnellement. Bon, c'est gentil. En fait, nous, on a également énormément travaillé la présentation de nos produits voilà, on prend un peu plus le temps que par le passé. C'est vrai qu'avant, on avait le gros de nos clients en face de nous et ils étaient prioritaires à tout. Là, aujourd'hui, effectivement, quand ça sonne, on fait comme si c'était un client qui rentrait dans notre boutique et voilà, on donne le meilleur. Et voilà, ce sont nos best practices. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. En tout cas, on a de bons retours de la part de nos clients qui apprécient en tout cas ces petits gestes. Il y en a différents. Hein. Parfois, il y a des petits goodies, etc., qu'on insère dans les sacs. Et voilà, ça aujourd'hui, c'est ce qu'on pratique. Étienne, est-ce que tu as quelque chose à rajouter en particulier ou alors, vas-y. Bon, non, ça, on a repris effectivement des choses comme ça. Nous, effectivement aussi, il y a des petits mots qui sont laissés sur les sacs par les équipes. Et ça a été mis en place dès le départ. Et du coup, voilà, ça a permis, généralement, chez Buffalo, sur l'addition, chaque serveur met un petit commentaire et met une petite phrase. Bon, voilà, on a repris ça sur le principe de laisser un petit commentaire sur le sac ou sur un bon qui se met dans le sac de livraison. Donc, c'était de reconnecter ça. C'est effectivement travailler sur toute l'identité de la marque en visuel aussi pour quand même conserver la marque aussi présent chez le client, qu'il sache bien qu'effectivement, c'est aussi ce qu'il consomme, ça vient aussi de chez nous. Voilà. Donc, et puis après, il y a beaucoup d'initiatives, effectivement, nous sur les 200 restaurants ouverts, il y a beaucoup d'initiatives locales qui sont mises en place parce que, comme le disait Nabil, c'est vrai que les gens, ils connaissent aussi leur clientèle. Ils connaissent les habitués. Donc voilà, ils savent en fait. Exactement, ils savent et du coup ils prennent des petites initiatives, ils font des choses perso et voilà. Et après on partage les bonnes pratiques au sein du réseau. Nous, pour se dire s'il y a des choses qui marchent à Lyon, ça peut marcher à Rouen, ça peut marcher partout. Donc, excellent. Voilà, essayer de partager. Il nous reste 2 minutes. Je vais prendre une dernière question qui a été sélectionnée par l'équipe. C'est une question très, très précise. Quels sont les outils-services, qui vous manquent pour rendre encore plus efficaces vos ventes en livraison? Est-ce qu'il y a des outils ou des services qui vous manquent vraiment spécifiquement sur la partie livraison? Moi, ce que je peux dire, c'est que les restos sont beaucoup plus efficaces quand ils sont intégrés et que les commandes arrivent directement dans leur système de caisse par rapport à elles arrivent sur la tablette, les commandes, et je dois les ressaisir. Donc, il y a des intégrations qui peuvent se faire de manière directe entre le système de caisse utilisé et la plateforme, où il y a des intermédiaires, des middleware, on appelle ça. Je crois qu'il y avait une question sur Deliverect qui permettent de faire ça, et ça permet vraiment de gagner en efficacité, en précision des commandes. Donc, on n'a pas à retranscrire la demande, en fait. On gagne du temps, de la précision, et toutes les commandes sont automatiquement acceptées, etc. On encourage vraiment tous les restaurants à faire cet investissement ou à passer le temps nécessaire pour s'intégrer. Nous, c'était un prérequis, pour embrayer rapidement, un prérequis des cuisines. Quand on a lancé Click and Collect et livraison, d'avoir ce type d'intégration. Donc, on bosse effectivement avec Deliverect aujourd'hui et ça permet de structurer, d'organiser vraiment toutes les commandes. Elles apparaissent au bon moment, au bon pôle de production, sur des écrans ou sur des imprimantes. Et ça a vraiment été clé pour absorber les volumes qu'on a pu recevoir.
Après, ce n'est pas la plus belle interface client. Donc là, c'est un des sujets qu'on doit traiter. Delivrect en click and collect, ce n'est pas le plus sexy du marché. En tout cas, c'est le seul qui permettait d'être intégré à notre outil de POS. Et ça, c'était déterminant. Merci beaucoup, c'est l'heure. Déjà, je m'adresse aux participants. Merci, c'est-à-dire que on va revenir vers vous. Il y a eu plusieurs questions. J'ai vu qu'on n'a pas répondu. Peut-être que les équipes ont répondu en perso, mais sinon, on va vous recontacter. Je vous remercie vraiment tous les quatre d'avoir joué le jeu, d'avoir partagé cette information. Vous avez bien respecté la demande qui était d'être avec des exemples le plus concrets possible. Donc, merci pour cela. Je m'adresse à tous ceux qui le souhaitent, notamment dans le replay. Si vous souhaitez être à la place de nos intervenants, eh bien, contactez-nous. Nous allons refaire des webinars dans l'univers de la restauration. Nous avons eu des demandes également dans l'univers de la culture et aussi du tourisme. Donc, on va regarder, on va réfléchir, on va voir. On fera même d'ailleurs peut-être des interventions de personnes d'univers croisés. Je pense que ça peut être très, très intéressant de regarder au sein de la restauration, mais aussi avec les bonnes pratiques d'autres univers. Je remercie toute l'équipe, particulièrement Virginie, Jorik, Yaya, qui ont travaillé à la mise en place de ce webinaire. Je remercie également, j'ai noté, je ne veux pas oublier, Anan Abdelli, c'était l'occasion de se retrouver, ou même Alizé, que j'ai cité tout à l'heure. Et puis je vous donne rendez-vous pour une édition ultérieure de ce webinaire. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci, bonne Au revoir. journée.